Si tu es pole danseuse et que tu es enceinte ou que tu viens d'apprendre pour ta grossesse ou encore c'est ton projet dans un futur proche, cette vidéo est spécialement conçue pour toi. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Lucie Pole Fit. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach sportive diplômée d'État, pratiquante et enseignante de pole dance depuis presque 11 ans, dont 7 ans d'enseignement. Ici, je partage avec toi mon expérience et les connaissances que j'ai acquises à la fois dans le fitness et en pole dance et comment je les transpose ensemble. Comme tu sais peut-être, si tu me suis sur Instagram, je suis actuellement enceinte de 23 semaines, donc dans mon 2e trimestre. Et tu sais quoi? Je trouve qu'il n'y a pas assez de discussion autour du sujet grossesse et pole dance. On voit bien des athlètes ou des pratiquantes connues qui partagent un peu leurs entraînements étant enceintes sur les réseaux, un combo par-ci, un entraînement par-là, mais sans vraiment approfondir. Et ça peut rendre certaines pole danseuses malheureusement, surtout celles qui aimeraient avoir même parcours ou en tout cas avoir cette possibilité de faire la même chose, mais qui commencent à culpabiliser si elles doivent s'arrêter. Alors soyons clairs, je n'ai pas la science infuse, c'est la situation que je vis pour la première fois, mais c'est un sujet que je voulais approfondir et étudier. L'occasion se présente plutôt bien. J'ai déjà eu en fait que ce soit des élèves en cours qui étaient enceintes ou certaines de mes clientes en coaching à la salle. Donc j'ai des bases, on va dire, d'accompagnement sportif. Mais là encore, bien évidemment, encore plus pour moi, j'ai envie de connaître. Je pense que c'est aussi naturel pour plein d'autres filles et femmes de connaître, de se renseigner sur ce sujet. Et donc l'occasion se présente plutôt bien. Hein? Donc j'ai déjà pu pas mal étudier en fait ce sujet avec plusieurs ressources. Je me suis renseignée et je me fais aussi accompagner par des professionnels de santé, que ce soit ostéo, sage-femme. Je suis aussi accompagnée par une kiné périnatale. Ça donne déjà en fait une dimension et des connaissances un peu plus approfondies et des informations qui se complètent en fait à travers en fait ces 3 professionnels de santé. Et je te partage donc déjà des petits bouts dans mes stories Instagram de retour des entraînements, des ressentis, des choses que je vis. Et vous avez été nombreuses à voter pour que je vous partage comment je gère mes entraînements et cette nouvelle situation. J'en fais donc cette vidéo un peu plus complète où je vais approfondir certaines questions et préoccupations qu'on peut se poser. Chaque grossesse est une expérience différente et unique et ça je pense que tout le monde confirme parce qu'on vit vraiment pas du tout toutes les mêmes choses pendant les grossesses. Donc cette vidéo est un simple partage à but purement informatif. Si tu es actuellement enceinte, il faut d'abord consulter un professionnel de santé, que ce soit gynéco, sage-femme ou médecin traitant, avant d'entamer quoi que ce soit dans ta pratique. Un message important si tu es actuellement enceinte ou si tu viens d'apprendre que tu es enceinte et personne d'autre ne le sait encore. D'abord, j'aimerais te dire que tu es, et nous les femmes, nous sommes des êtres extraordinaires, capables de développer, porter, accoucher et recommencer tout ça à nouveau. Et surtout, tu n'as pas à culpabiliser si tu n'es pas en capacité de continuer la pole, même de bouger tout court. Tu fais déjà un énorme effort en gérant tout ce que la grossesse peut imposer à ton corps et à ton mental. Donc sois indulgente envers toi-même et ne te compare pas à des parcours dont tu ne connais pas les coulisses sur les réseaux sociaux. Garde en tête
Il s'agit d'une nouvelle phase qui demande un nouvel état d'esprit. Tu es en train de créer un être humain. S'entraîner comme si ce n'était pas le cas, c'est te rendre un mauvais service. Donc sois vraiment indulgente envers toi-même et on va parler de sujets un petit peu plus amplement pour que tu puisses trouver ce que tu peux faire si tu ne peux plus faire. Ça bouge. Le bébé bouge pas mal, hein. Dans notre pratique, il y a le piège du tout ou rien. Il faut trouver juste milieu. La culture du fitness et pole dance a un impact direct sur cette période de vie d'une femme. On observe souvent un balancier entre des messages ultra conservateurs, genre tu es fragile, et des messages extrêmes de performance, genre tu es invincible. Beaucoup peuvent ressentir la pression de faire le maximum aussi longtemps que possible pendant la grossesse, puis de reprendre l'entraînement immédiatement après l'accouchement. La réalité, la plupart d'entre nous se situent quelque part entre ces deux extrêmes. Ton expérience sera différente de celle des autres. Et laisse-moi te donner un exemple concret. Moi aussi, je me disais, c'est cool de pouvoir continuer la pole, j'aimerais faire pareil. Et je suivais un parcours d'une fille de l'Est qui a un énorme niveau. Elle s'entraînait intensément enceinte jusqu'au dernier mois de sa grossesse. Et elle a aussi partagé son après-accouchement. Et je peux te dire que c'était assez choquant. Elle avait un énorme diastasis. Donc, qu'est-ce que c'est diastasis? On va en parler un peu plus tard. C'est un écart entre les grands droits de l'abdomen, donc les abdominaux superficiels. Donc, c'est quelque chose qui est physiologique, ce qui arrive aux plupart des femmes vers la fin de la grossesse. On a toutes finalement un petit écart parce que les abdominaux s'étirent, s'écartent pour que le bébé a assez de place pour finir son développement. Mais il y a un diastasis et diastasis. Donc souvent on a un diastasis que les sages-femmes mesurent en fait à 2 doigts. Donc voilà, je vous laisse les mesurer. Et après, vous avez le diastasis qui peut être assez grave, enfin assez grave, assez conséquent, qui peut aller jusqu'au peut-être 4 doigts. Donc vous imaginez un écart aussi large entre vos grands droits de l'abdomen. Il y a plein de facteurs d'autres qui aggravent en fait cet écart. Bien évidemment, il y a la différence si vous attendez des jumeaux ou un bébé qui est assez grand, enfin vous prenez du poids, donc forcément c'est des facteurs avec lesquels on ne peut pas trop faire différemment. Et après les facteurs comme l'entraînement, qui va encore plus aggraver en fait votre diastasis. Et après le retour en fait aux entraînements n'est pas du tout pareil, donc ça va prendre encore plus de temps pour retourner à faire votre activité. C'est ce qu'on veut forcément éviter. Donc cette fille, elle avait un écart de ses grands droits de l'abdomen assez conséquent qu'elle décrivait elle-même. Mais après, en fait, c'en était une en fait qui en parlait. On n'en parle pas en fait toutes ces choses-là derrière l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe avec le corps? Comment il réagit? Qu'est-ce que ça donne en fait après l'accouchement, après tous ces entraînements? En fait, ça, on n'en parle pas. En fait, on voit juste cette phase finale. Voilà, je fais un combo et puis basta. Parce que les entraînements qu'on fait, peu importe le niveau, sollicite toujours intensément nos abdominaux. Et il y a des choses qu'on ne voit pas. Si personne ne se pose la question et qu'on s'entraîne comme avant la grossesse, donc on s'entraîne de la même manière comme avant de tomber enceinte, on va forcément le payer en postpartum et encore on met plus de temps à se remettre dans n'importe quelle activité finalement. Après le sport, on peut le continuer bien évidemment. Aujourd'hui, c'est même fortement recommandé par les médecins, à condition qu'on n'ait pas des pathologies ou complications et qu'on l'adapte, bien évidemment. Les études montrent que le sport est très bénéfique pour le bébé et la maman. Donc, je vous laisse quelques études qui ont été réalisées en description sous cette vidéo-là. On sait aujourd'hui qu'avec le sport, vous diminuez le risque de diabète gestationnel, la réduction de la pré-éclampsie, vous pouvez contrôler un petit peu le poids du bébé, du coup prise du poids aussi pour vous, améliorer l'humeur et l'énergie. Et on sait aussi qu'avec le sport adapté, il y a un meilleur déroulement de l'accouchement et du postpartum, à condition que ça soit adapté. Pour le bébé aussi, il y a plein de bénéfices. Il y a des bénéfices cognitifs, donc meilleure évolution au niveau de son cerveau et l'apprentissage plus tard, une fois né bien évidemment. Et il y a aussi amélioration du rythme cardiaque, tout ce qui est physiologique finalement, ainsi que diminution de l'obésité pendant l'enfance. Cette position devient inconfortable avec le bébé
qui bouge en permanence. Je vais devoir changer la position. Youhou! Le jour où tu découvres le Swiss ball avec la grossesse, c'est bonheur. Je sais maintenant, je comprends maintenant. Alors, j'ai toujours été très partante, j'ai toujours été fan de Swiss ball, mais je comprends maintenant beaucoup plus pourquoi les femmes enceintes adorent en fait à se bercer en fait sur ce Swiss ball. Rentrons directement dans le vif du sujet de cette grossesse. Laissez-moi d'abord de vous partager mon petit parcours du premier et un petit bout du coup de ce deuxième trimestre. Peut-être pour vous donner aussi des repères, peut-être de vous identifier dans les mêmes situations, où je vais aussi aborder certains points que j'ai appris pendant la grossesse, et je vais aussi répondre peut-être à certaines de vos questions, même si on va les approfondir un petit peu plus à la fin. C'est parti! On est début mars et j'ai appris que j'étais enceinte à environ 3 semaines de grossesse. Euphorie, euphorie totale. Donc les premières démarches, rendez-vous avec mon médecin traitant, la prise de sang pour vérifier la grossesse, puis rendez-vous avec ma sage-femme pour la première échographie de datation. Parce que soyons honnêtes, on reste toujours un peu en suspense jusqu'à ce premier contrôle. Jusqu'aux 5 premières semaines, pas de symptômes, à part des sensations de tiraillement dans le ventre, normal. Le corps commence à se préparer avec les changements hormonaux. Et à partir de 6e semaine, je me réveillais avec des sensations différentes, comme être barbouillée, un peu comme une gueule de bois. Mais ça se dissipait en fait dans la journée. Par contre, impossible de boire du café et même de l'eau simple. J'ai bouillonné des questions. J'en avais à peu près 36 000. Je savais pas par quoi commencer. J'avais la tête comme ça. Et après l'échographie de datation, ma sage-femme m'a rassurée en me disant que au premier trimestre, tu peux poursuivre des entraînements normalement. Tu sauras quand il faudrait adapter. Donc j'ai naturellement suivi. 7 semaines de grossesse, toujours aucun symptôme, ni fatigue, seules les odeurs bizarres qui me dérangeaient. Je pouvais même pas me sentir moi-même. Ça, c'était vraiment bizarre. Au niveau des entraînements, je continue comme d'habitude. Je me disais que c'est vrai que c'était encore trop tôt pour faire des adaptations. Si je n'avais pas de ventre, que je n'étais pas fatiguée, je continuais en fait sur mes lancées. Sauf que l'événement qui m'a fait prendre conscience d'une chose très importante, donc à environ 4 semaines de grossesse, je suis tombée bêtement lors d'un tournage pour la Pole Dance Fit Academy. Ça faisait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais rien n'arrive par hasard, n'est-ce pas? C'est là que tu te rends compte que même avec un bon niveau et de l'expérience, notre sport est quand même dangereux. C'est véridique. Donc il va falloir vraiment faire attention et adapter l'entraînement au fur et à mesure. Et depuis, je mets toujours un crash mat. Donc jusqu'à 12 semaines, je m'entraînais sur des choses que je connaissais. Je travaillais même des nouveaux tricks et transitions pour lesquels j'avais confiance. Le seul truc, quand je faisais des figures avec justement un risque de chute, j'appréhendais. Je pouvais pas enlever ça de tête. Ça m'a pas empêché de continuer sur mes objectifs que j'avais avant la grossesse, mais c'était les objectifs sur lesquels j'avais la confiance. Au niveau des cours collectifs, donc l'enseignement, je continuais mes cours de façon complètement ordinaire. Ce bras-là, il va passer, tu inclines ton corps, tu restes avec ton accroche, et ce bras-là, il va passer sous le genou. Sous le genou. Parfois c'est subtil comme mouvement, en fait, il faut garder toujours les coudes.
j'annonçais pas tout de suite à mes élèves « Hey, on est à 2 là !» Non, j'ai bien gardé le secret, bien évidemment, jusqu'à assez longtemps quand même, mais en tout cas, je voulais pas que ça impacte d'une façon ou de l'autre mes cours, surtout que ma condition physique et mon mental me l'ont permis, donc ça c'est très important de le relever parce que je pense que c'est pas forcément pareil pour toutes les femmes. Voilà, comme je disais au début, chaque grossesse est différente, donc il faut prendre en compte en fait ce qui se passe dans votre corps et de l'écouter et de l'adapter. Donc je pense que si j'avais pas la forme ou j'étais vraiment pas bien, là, fallait peut-être l'annoncer ou en tout cas faire des modifications, ça c'est sûr. Mais voilà, comme j'avais pas vraiment un symptôme et j'avais vraiment la forme de continuer à donner toujours aussi, toujours des cours que je donne d'habitude. Je suis à environ une dizaine de cours par semaine. Bien évidemment, parfois il y a un cours qui saute ou parfois j'en fais moins, parfois j'en fais plus. Mais je pouvais en fait continuer à rester sur ce planning. Et je me disais même qu'il fallait profiter de ces moments avec mes élèves, car après, quand j'aurai le ventre, ça serait plus pareil. Et évidemment, à un moment donné, il va falloir lever le pied et arrêter les cours. Donc je me disais, allez, il faut que tu en profites, parce que après, tu sais pas plus tard quand est-ce que tu vas retrouver des élèves. Bien évidemment, je continue aussi la musculation, donc je poursuivais en fait des exercices habituels en faisant encore plus attention à la respiration. Et je me disais après, je sais pas si c'était mon cerveau qui était un peu influencé ou quoi, mais je ressentais quand même déjà des modifications au niveau de souffle. Plus tard, j'ai appris que c'est déjà possible en fait d'avoir certaines en fait modifications physiologiques dans notre corps. Donc c'était peut-être pas forcément juste moi qui me disais t'es essoufflé. Mais c'était pareil, en fait, je pouvais continuer en fait à faire mes exercices, mais je me posais toujours plein de questions quand même. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je devrais pas modifier? Est-ce que par exemple en faisant le hip thrust, est-ce que je peux continuer à avoir cette pression extra-abdominale? C'était un grand point d'interrogation. Après, un petit peu plus tard, c'est l'exercice que j'ai banni un petit peu donc à la fin du premier trimestre. C'était le overhead squat qui, je pense, peut augmenter la cambrure si je fatigue avec les bras au-dessus de la tête, donc je l'ai écarté. Il faut que je m'étire là un peu. Ce ventre, il commence à bien s'arrondir. Juste un petit peu de mouvement avant de poursuivre. Au deuxième mois en vacances avec mon chéri, j'ai commencé à avoir des sensations bizarres le matin, surtout à jeun. Mais après le petit déjeuner, ça disparaissait. Ça pour le coup, c'était vraiment comme des petites nausées. Après ces petites nausées matinales et les odeurs ont duré environ 2-3 semaines, mais rien de handicapant. Par contre, j'ai aussi beaucoup pleuré, donc trop plein d'émotions pour rien. Et la fatigue, je peux même pas dire que j'étais vraiment fatiguée. Je peux peut-être compter les jours de fatigue sur les doigts d'une main. Vraiment, Dieu merci, je pense que je suis vraiment chanceuse. Mais que ce soit l'environnement, les entourages, mais moi j'arrive pas à comprendre en fait c'est comment ça s'est fait comme ça. Voilà, j'étais pas fatiguée, je suis toujours pas fatiguée, c'est exceptionnel, c'est juste exceptionnel. Le pic de relaxing. Attention, danger, attention, danger. Ce que je ne savais pas, par contre, je pense que ça c'est aussi qu'il y a un petit peu une idée reçue, je pense, de la grossesse. Et on entend parler de ça, on voit ça dans les descriptions parfois. Ouais, je suis enceinte, je vais pouvoir faire des splits, des pec bands et les flexitrix à gogo. Ouais, yo pipi. Sauf que non, pas la période la plus propice pour travailler votre souplesse. Je vous explique, moi j'ai expérimenté le truc, c'est vrai que
on est effectivement plus souple, on peut peut-être aller dans les plus facilement qu'avant. Si je vous raconte un peu une expérience, au début du 4e mois, donc à 13 semaines à peu près de grossesse, alors je m'entraînais sur une transition, bon, je commençais à avoir un mal à la hanche, donc justement lors de cette fameuse transition, et c'était surtout aussi avec des mouvements, avec la rotation externe de hanche. Donc je suis allée chez ostéo qui m'a remis en fait les choses en place, qui était aussi probablement dû à ma chute en début de grossesse, mais j'ai appris plus tard qu'il y a en fait pendant cette période-là, donc entre la 12e et 14e semaine, donc surtout en fait au premier trimestre, il y a pic de ce fameux hormone relaxine. Donc c'est cette fameuse hormone en fait qui assouplit les articulations pour préparer justement la croissance du bébé. Donc c'est quelque chose à quoi il faut faire quand même attention. Ce n'est pas parce que j'ai cette hormone dans le corps que je vais faire tous les tricks en souplesse, parce que forcément le cerveau en fait il ne vous met pas les mêmes barrières en état normal, donc en fait il ne saura pas vous stopper parce qu'il est un peu influencé par ce relaxine, et du coup forcément vous n'avez pas des mêmes limites que vous aviez avant. Vu comme ça, on peut se dire oh mais chouette, du coup je peux aller loin. Mais du coup, si votre corps n'allait pas dans cette amplitude avant que vous tombiez enceinte, et vous y allez comme ça direct, en fait, c'est là, en fait, ça peut être un peu brutal, en fait, pour vos ligaments et les tendons, et on peut réellement se blesser. Je sais, j'ai le corps assez souple, je peux aller dans les grandes amplitudes. Après, il n'y a pas juste l'histoire de cette hormone relaxine. Il y a aussi une autre question qui est la pression intra-abdominale. On va en parler un peu plus tard. Pour vous donner un exemple, si avant de tomber enceinte, par exemple, vous avez vos écarts à plat comme ça, à froid, ok, vous pouvez peut-être continuer sur ce chemin enceinte, ça vous fait du bien, mais au-delà en fait cette amplitude, si par exemple j'ai pas mon écrasement facial ou facial peut-être, eh bien je vais pas m'aventurer, je vais pas travailler en fait cet écrasement facial pendant la grossesse. C'est pareil, en fait, il faut trouver juste le milieu ou juste l'équilibre en fait entre, je veux à tout prix en fait travailler ma souplesse que je n'avais pas avant, et j'entretiens juste ma souplesse un petit peu. Pareil, ce que je ressentais aussi, alors que je suis assez à l'aise dans tout ce qui est des fentes, avant d'aller dans les écarts, alors j'ai mes écarts, potentiellement aussi des oversplits. Même actuellement, en fait, c'est quelque chose qui me dérangeait un petit peu, où je sentais un confort, c'est juste la fente, en fait, vraiment, où on va chercher assez loin, vous voyez, une grande amplitude. Même là, je me sentais pas forcément à l'aise. Donc moi, j'ai écarté un petit peu. Faut mettre parfois son ego un petit peu de côté et se dire, ça reviendra plus tard. Mais il faut pas forcer sur quelque chose qui nous fait pas du bien, ou on sait que ça va augmenter cette pression intra-abdominale, je vais en parler plus tard, pourquoi, ou je sais que j'ai un risque de me blesser. Donc il faut voir, il faut peser un petit peu pour et contre, et voir en fait quels sont les bénéfices et quels sont les risques. Cette situation, je vis en fait cette nouvelle situation un peu autrement, ou est-ce que je vais forcer à tout prix pour quelque chose qui finalement ne vaut pas le coup. Donc si je dois clôturer ce premier trimestre, il y avait quand même des vrais questionnements. Ça m'a appris en fait sur notre pratique. Donc il faut être prudent, tout simplement, et que je ferai les adaptations au fur et à mesure. Mais j'étais quand même énormément reconnaissante, et j'en suis toujours. J'ai pu pratiquer, ça m'a permis quand même d'acquérir certaines nouvelles choses, et j'ai pu aussi profiter de l'enseignement dans des conditions hyper cool. Et on arrive au deuxième trimestre, et c'est là les vraies adaptations vont se mettre en place. Toujours pas de symptômes majeurs, toujours dans ma bulle de bonheur total. Je pense que le sport m'aide avec les hormones de bien-être, et je pense que c'est aussi à force de cette habitude que mon corps avait même avant la grossesse que peut-être que ça a aidé. En tout cas, je pense, et c'est aussi bien connu, que le sport en fait il vous aide en fait à avoir une certaine énergie et le bien-être, parce que il libère aussi des hormones, d'autres hormones, et je pense que ça a participé en tout cas à une partie pendant cette grossesse. Donc j'en profite pour anticiper en fait quelques tournages de tutoriels et créer de nouveaux programmes comme la contorsion, parce que sachant que
je ne pourrai plus faire certains mouvements plus tard. Il va falloir arrêter de faire ça. Et je suis complètement d'accord avec ça, sans me frustrer. Je me dis en fait que c'est juste une période et des adaptations nécessaires en fait pour la bonne évolution du bébé. J'ai toujours su m'adapter d'ailleurs rapidement aux situations. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui va me poser de problème. Pour l'enseignement, à part le spin qui me brassait un petit peu, et encore c'était peut-être 1 ou 2 fois, je pouvais continuer à donner les cours, donc il n'y avait toujours pas de contraintes en fait particulières. Pendant ma pratique, c'était surtout mon cerveau qui se posait toujours beaucoup de questions. Ce que je ressentais, c'était vraiment le ventre qui tiraillait quand même de plus en plus, mes hanches qui commençaient à s'écarter. Donc en fait, vous vous disiez oui, il y a quand même des choses qui se passent dans mon corps, il faut que je sois vigilante. Je savais pas, c'était surtout pendant que je faisais la contorsion, je sentais vraiment ça tiraillait en bas de ventre et l'utérus il commence quand même à travailler comme tous les ligaments du bassin, ce qui m'a aussi expliqué mon ostéo. Et en fait, en faisant ces exercices, je me disais ok, je vais finir ça, il va falloir adapter quand même parce que le corps il travaille et il fait tout pour que ça s'adapte en fait à un nouveau environnement qui est créé pour votre bébé et il faut voir en fait. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est juste exceptionnel, en fait, comment le corps, en fait, est tellement extraordinaire et intelligent que la nature fait les choses bien, en fait, pour que tout se déroule bien, même si, ok, vous vous dites, ouais, ça fait mal, comme ça va vraiment mal et une sorte de sciatique, c'est vachement handicapant. Après, si on met en place des petites routines, justement pour soulager ces symptômes, je vais en parler aussi plus tard, ça va se dissiper et après, normalement, ça devrait bien se passer. Mais en fait, toutes ces choses-là, elles font juste partie de processus de la grossesse et il faut voir juste de chaque chose, même si je peux pas faire ça là actuellement, et comment je vais pouvoir adapter ça autrement. Donc j'arrive en fait à ce stade à me dire tout simplement ok, ça je mets dans un tiroir pour plus tard. Voilà, c'est comme quand je réussis mon satellite, je sais, je l'ai fait à 10 semaines de grossesse. Je le sentais bien à un moment. Pareil, je travaille sur Baby Bump, c'est un de mes objectifs depuis l'année passée. Mais en fait, quand je l'ai essayé de le travailler déjà un tout petit peu plus tard, je le sentais déjà plus en fait au niveau du ventre. Je dis ouais, là ça appuie un peu trop. Je vais pas insister. Pour moi, ça vaut pas le coup à écraser ce petit être qui est en train de grandir, de se développer. Donc j'arrive en fait à me dire c'est complètement ok, c'est juste en fait un laps de temps. Donc et je pense que c'est une des meilleures procédures pour se mettre bien et pour que tout se passe bien en fait. Chaque moment en fait dans la vie, chaque chose en fait a son temps. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc au début de ce 4e mois, après mes consultations avec ma sage-femme, tout va bien. Le bébé bouge bien, nous avons tous les deux une bonne tension artérielle, les résultats sanguins sont longs aussi, pas d'anémie, pas de soucis particuliers. Je peux donc continuer à pratiquer mes sports comme jusqu'à présent. Par contre, courant de la 16e semaine, je commence à sentir des petits mouvements, comme des petites bulles. C'est quelque chose d'assez étrange à découvrir dans son corps, on va dire. On a d'autres hormones qui se libèrent et ce bonheur supplémentaire, on va dire, qui se propage encore une fois tout mon corps. Donc ça c'était la partie plaisante. Et étant donné que j'étais assez terrorisée à l'idée de l'accouchement, j'ai décidé de faire appel à une sophrologue pour travailler mental. Et c'est à ce moment-là que je pars donc vers ma famille pour une quinzaine de jours. Un petit moment de repos qui m'a fait quand même du bien. Et c'est là mon ventre commence enfin à se voir. Quel bonheur! Parce que chaque femme enceinte attend ce moment avec impatience. Je sais pas quand vous, pour celle qui était enceinte. Pour moi, c'était le cas, clairement. J'avais trop hâte qu'on voit mon ventre, qu'on voit que je suis enceinte. Je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. À ce stade, donc j'ai pris 4,5 kg à peu près et je peux toujours m'inverser. Donc d'ailleurs, j'ai travaillé sur un combo de Lily Borayo. Donc, je maîtrisais en fait tous les éléments, on va dire, tous les composants de ce combo. Et j'ai jamais fait la transition. Mais j'ai plutôt bien senti, tout s'est bien passé. Et du coup, je me disais, tiens, cool, je peux encore continuer à m'entraîner, c'est cool, même si, voilà, on voit mon ventre. Mais voilà, j'ai même fait donc la transition au shoulder mount.
très clairement, j'ai fait que ce combo et quelques tournages pour l'académie. Donc c'était un entraînement assez court et je travaille que sur ce combo, mais en fait j'étais assez contente que je me sens bien et je peux faire encore quelque chose. Partie moins plaisante, je découvre quelque chose d'étrange au milieu de mon abdomen pendant certains mouvements, que ce soit à la pole ou à la musculation. Et je commence aussi à avoir des douleurs vraiment régulières au niveau du sacro-iliaque. J'ai donc décidé de me faire suivre par une kiné périnatale et je le conseille vraiment à chaque femme enceinte. C'est vraiment une aide précieuse, on apprend énormément sur notre corps, sur les exercices à pratiquer, ce qu'il faut éviter ou adapter, et je trouve ça juste génial, je trouve ça très intéressant et vraiment très constructive. Et donc ces douleurs sacro-iliaques, vraiment au niveau des hanches, là ici derrière, qui d'ailleurs peuvent apparaître sur différentes zones de hanches, m'ont embêté surtout pendant la pole, donc surtout quand je faisais des rotations externes de hanches, point de parfois gêner aussi la marche. J'ai donc immédiatement mis en place des exercices de kiné pour me soulager. Si vous êtes actuellement enceinte et vous avez ces douleurs, ou même j'ai envie de dire si vous n'avez pas forcément des douleurs, mais que vous avez envie de vous faire vraiment accompagner, d'être suivi, c'est bien aussi trouver quelqu'un vraiment pour qui c'est vraiment une passion, pas juste un métier. Allez, au suivant, vas-y, machin. Vraiment une personne qui est passionnée, qui sait ce qu'il fait, et qui est compétent et à qui vous pouvez faire confiance. Moi, personnellement, on m'a conseillé en fait cette kiné-là parce que on la connaissait. D'ailleurs, c'était ma sophrologue qui la connaissait, donc j'ai pu mettre en place ce qu'on a discuté. J'essaye aussi d'éviter certaines erreurs pour pouvoir en fait aller jusqu'au bout sereinement, vivre aussi l'accouchement, on va dire dans les meilleures conditions, même si on peut pas forcément prévoir, mais aussi vivre en fait un postpartum sans avoir trop de dégâts, disons comme ça. Personnellement, pour moi, c'est quelque chose que je vis pour la première fois, donc je découvre un petit peu, mais je pense que c'est intéressant quand même d'avoir ce suivi-là, en tout cas si vous avez cette possibilité-là, mais vous avez droit, je pense que chaque femme, ça devrait être même automatique, voilà, hop, une femme enceinte, tac, on te donne une kiné, de toute façon, il y en a énormément de kinés, et il y en a de plus en plus qui font aussi cet accompagnement pour les femmes enceintes, si c'est pas juste après l'accouchement, mais je pense que cette partie avant est aussi importante que la partie après. Franchement, vous allez apprendre énormément, vous allez peut-être soulager peut-être même des inconforts, c'est même pas que ça soit la douleur, mais ça peut être en fait juste la posture, juste quelques exercices qui vont vous faire du bien pendant la grossesse, et je pense que vous le payez pas en plus si vous avez, je pense que dans la plupart des cas c'est remboursé. Vous avez que à gagner en fait. 19e semaine. On connaît désormais le sexe du bébé. Il fallait attendre longtemps ici dans la région. On aimerait garder ce secret pour nous et vous le révéler peut-être à la fin de cette grossesse. Et puis mon ventre quand même commence à bien ressortir, bien se sentir aussi. Donc c'est là en fait je commence vraiment à voir réel changement corporel, et c'est là que je commence à me dire ok, ouais, parce que jusqu'à maintenant en fait j'avais pas vraiment d'impression d'être enceinte déjà. Comme le ventre, voilà, il commence à se sentir, il commence à se voir petit à petit, je me dis ok, ça y est, on y est, voilà, c'est l'aventure continue. Et voilà, je vais quand même avoir le ventre. À ce moment-là, je me rends compte que certaines choses deviennent difficiles, même des gestes simples comme monter sur la pole par exemple. J'ai aussi arrêté les fin kicks car ils font systématiquement ressortir mon diastasis. Néanmoins, j'arrive encore à tenir certaines positions, même à un bras, sans forcer sur mes abdos. Donc, gentiment, en fait, je commence à adapter, modifier certains combos ou certains mouvements que je vois que soit je force trop, ou j'arrive pas en fait à engager musculairement comme il faut, ou j'arrive pas à contrôler, ou je me dis ok, voilà, là t'es en train de faire n'importe quoi, ou enfin t'es en train de forcer, donc je me dis il vaut mieux que j'adapte, je fais autrement. Je me questionne aussi sur les inversions.
faut-il continuer? Ça, c'est une grande question. Donc, une de mes abonnés, followers sur Instagram, Laurine, m'a demandé, en m'inversant, est-ce que ça peut comprimer le bébé? Bonne question. Il y a beaucoup d'entre nous qui se posent cette question-là. Alors tout d'abord, pour répondre à cette question de compression lors des inversions. Physiologiquement, le bébé est protégé par l'utérus, le liquide amniotique et les muscles abdominaux. Donc une inversion en soi ne comprime pas directement le bébé comme si on l'écrasait. En revanche, le fait d'être tête en bas modifie la pression intra-abdominale et peut avoir impact sur le périnée, la circulation sanguine et la respiration. Cela peut aussi réduire le retour veineux, créer des sensations de malaise ou de vertige et donc présenter des risques interdits. Le risque principal n'est pas d'écraser le bébé, mais plutôt perte de contrôle, chute, hyperpression abdominale, impact sur le périnée et inconfort. Alors, voyons d'abord la biomécanique de l'inversion. Que se passe-t-il quand on s'inverse? Tout d'abord, il y a un tirage vertical pour décoller les pieds du sol. Donc déjà, on engage d'abord le tronc, d'accord? Donc aussi un petit peu le gainage. Ensuite, on va ramener les genoux vers la poitrine. Donc on fait une rétroversion du bassin. Lorsqu'on arrive à 90 degrés, donc les genoux par rapport aux hanches, on sollicite d'abord les fléchisseurs des hanches. Après, avec la synergie, plus on va monter, donc casser cet angle-là, plus on va engager aussi les abdominaux. Et ensuite, on envoie les jambes vers les épaules, ce qui engage fortement les grands droits de l'abdomen, ainsi que tout le gainage et la force du tronc via les bras. Et plus on sollicite les grands droits pendant le sport, plus on les raccourcit. Et plus on réduit l'espace disponible pour le bébé. Pendant les grossesses, ces muscles peuvent s'allonger jusqu'à 15 cm, donc ce qui est énorme. Et réduire cet espace pourrait, théoriquement, gêner la descente du bébé lors de l'accouchement. C'est ce que ma kiné m'a expliqué en fait. Si on demande d'autres professionnels de santé, donc mon ostéo lui me dit que les inversions peuvent provoquer des douleurs lombaires, que j'ai eu aussi du coup quand je l'ai vu la dernière fois. Ma sage-femme estime que j'aurais dû les arrêter depuis un moment. Maintenant, ce qu'ils disent d'autres pros, ils disent qu'il faut arrêter les inversions, les deadlifts, les fin kicks, enfin tout en fait ce qui cause en fait cette pression surtout intra-abdominale. Bendicate dit que s'il n'y a pas de pathologie, on peut continuer les inversions en maintenant un travail préparatoire pour l'accouchement. Il y a même des bénéfices possibles comme tourner le bébé ou soulager la pression du périnée. Elle dit aussi qu'il n'y a pas vraiment d'études prouvant que l'usage des abdos cause un diastasis. Quant à Emily Rauch, qui est une chiropracticienne américaine, elle dit que l'inversion sont possibles jusqu'à 3e trimestre, avec, si besoin, des adaptations. Ma kiné, de son côté, elle ne visualise pas exactement le mouvement. Elle m'a suggéré d'essayer de l'engagement via le périnée, comme dans les exercices de prévention du diastasis. On va l'essayer. L'exercice consiste à initier le mouvement par l'action du périnée lors de l'expiration, en cherchant à allonger les deux extrémités du corps. En pole dance, on peut penser à engager le périnée avec l'expiration et le transverse. En revanche, l'action d'étirement par le haut du corps est quasiment impossible, car tout le tronc est en contraction ou en contraction musculaire. Les abdominaux restent de toute façon engagés grâce à la rétroversion, sans laquelle le mouvement serait impossible. Ma position personnelle, en ce qui me concerne, les inversions ne me posent pas de problème particulier, mais je ne me sens pas forcément à l'aise de les pratiquer. Ce que je fais, c'est que je les révise, mais je cherche plutôt à les contourner. et je me dis aussi, ce n'est pas parce qu'on est capable qu'on doit pratiquer
comme avant. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, bien évidemment, si on a cette capacité à s'entraîner vraiment, pas forcément intensément, mais faire des choses qui demandent une certaine force et mobilité, et tout d'un coup on doit redescendre le niveau. Donc c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut mettre en place et regarder vraiment les bénéfices et les risques, parce que je pense qu'à un moment donné on peut pas s'entraîner comme on s'entraînait en fait avant de tomber enceinte. C'est vraiment pas rendre le meilleur service à être en fait qui grandit en nous, ne pas mesurer en fait le risque. Après, chacune fait comme elle sent et comment elle suppose de bien faire, hein, ou voilà, comment elle a envie de faire. Moi, je sais que lors d'un entraînement, ça m'a un peu frustrée de me voir un peu redescendre au niveau inférieur. Ça m'a fait d'ailleurs pleurer. Une petite crise qui a duré 1 ou 2 jours. Et après, j'ai changé ma perspective. Je pense que l'essentiel, c'est écouter son corps et bien évidemment son professionnel de santé et aussi certains signaux qui imposent en fait l'arrêt ou des modifications, comme les fuites urinaires, les douleurs en bas du ventre, les saignements, etc. Il faut aussi considérer son niveau avant la grossesse. Si l'inversion était déjà difficile, je pense qu'il vaut mieux arrêter. Pour moi, mais je l'applique aussi dans mes cours parce que je continue à enseigner. Je le prends un peu comme un apprentissage en fait. Ça développe en fait ma créativité et aussi mon adaptabilité. Et après, pour tout ce qui est les démonstrations, surtout voilà, en force ou même s'il y a plusieurs inversions, je choisis une élève voilà, que je connais très bien, qui fait régulièrement mes cours. Je lui demande bien évidemment si ça lui dérange pas, peut-être avant le cours, ce qu'elle accepte en fait de jouer le cobaye. Et bien évidemment, elle va le faire bien volontairement, ce qui me fait plaisir et ce qui me permet en fait de modifier un petit peu les cours sans m'impacter en fait directement pour la progression en fait des autres, voilà, ce qui est compréhensible aussi pour les autres, voilà, étant donné que je ne peux pas simplement forcer. Après, je pense qu'en résumé, il faut limiter les mouvements qui provoquent vraiment les douleurs, qui font vraiment perte de contrôle, risque de chute ou symptômes en fait inhabituels, comme j'ai déjà mentionné, et il faut consulter en fait toujours votre gynéco ou sage-femme ou professionnel de suivi. Et souvenez-vous, et je pense que vous le savez, c'est pour ça aussi une des raisons pourquoi on pratique la pole, en tout cas je pense, c'est parce que c'est ludique et en fait il y a tellement de mouvements infinis, des variations, des choses en fait qu'on peut faire à la pole. Et c'est pour ça en fait ça nous fait en fait toujours à continuer parce que c'est pas répétitif. Donc on peut pratiquer la pole même sans s'inverser. À la fin du 5e mois, avec le ventre et le poids qui augmente, s'entraîner devient vraiment plus difficile. Déjà, on travaille avec au poids de corps, à la pole. C'est comme s'alourdir à chaque séance. En fait, c'est comme si on se lestait en fait à chaque séance. Et si on doit s'arrêter pour X ou Y raison, ne culpabilise surtout pas. Pour une bonne cause et temporaire. Pense à ce petit bout qui grandit en toi. Et c'est déjà un travail en fait pour ton corps. D'autres activités qui peuvent prendre le relais, ça peut être aussi yoga, pilates, natation ou musculation. Si tu en faisais déjà avant la grossesse un petit peu, par exemple la musculation, ça peut être aussi quelque chose avec quoi on peut compléter, bien évidemment en ajustant les exercices, les poids ou juste faire avec le poids du corps. D'ailleurs, je trouve qu'on peut déjà isoler les muscles. C'est pas comme à la pole où on travaille vraiment plein de groupes musculaires simultanément, ce qui rend justement notre pratique bien évidemment beaucoup plus difficile. Et à la musculation, on peut vraiment se concentrer sur la posture tout en faisant bien en fait un travail sur un groupe musculaire. Donc ça peut être un moyen de continuer à pratiquer sans forcément perdre en fait toute la musculature qu'on a gagnée en faisant la pole dance. Je sais que ça te paraît peut-être moins évident, tu te dis oui je vais faire la musculation mais je vais pas me renforcer pour la pole. Alors c'est faux, si tu vas entretenir ces mêmes muscles, donc après il faut bien évidemment connaître ces exercices, mais si tu vas entretenir en fait ces muscles qu'on sollicite à la pole, donc c'est-à-dire le dos par exemple, des tirages, des choses, des tirages verticales, des tirages horizontaux, c'est ce qu'on fait à la pole, les poussées, enfin tout ce qui sollicite justement les pectoraux et les triceps, même les jambes, d'une manière aussi le gainage, eh bien ces muscles ils vont quand même continuer à être forts, être toujours entretenus, on perd pas tout. Du coup, je vais revenir quand même à la pole avec les muscles qui sont toujours entretenus, donc leur réponse en fait, quand je vais dire ok là il faut que je tracte, ils vont là en fait le reconnaître parce que
tu as continué en fait t'entraîner. Ce qui va être plus difficile si j'arrête tout d'un coup comme ça pendant, je sais pas, 6 mois. Si je sais pas, je m'arrête à la 7e mois de grossesse, bien évidemment je vais pas pouvoir reprendre tout de suite. Mais voilà, après la reprise, elle va être peut-être un petit peu plus longue. Ça va demander un peu plus d'efforts, si tu vois ce que je veux dire. Et voici ce que je fais en musculation. Yo! Alors c'est parti pour la semaine 17. Je vais vous filmer mon petit entraînement à la salle. Pour le moment, on grossit pas trop, même si un peu. Ça commence à se voir. Peut-être légèrement, mais surtout quand je mange, après manger, ce qui est moins de place. Voilà où nous sommes actuellement. Voilà, j'ai pris juste petit déjeuner, mais bien complète. Pour ma séance du matin, je commence tôt matin maintenant parce que avec les chaleurs, ça risque d'être compliqué. Du coup, je ne veux pas surchauffer, comme c'est une chose à éviter. Eh bien, c'est parti! Je commence toujours par un échauffement de 10 minutes à une allure modérée et je maintiens ma fréquence cardiaque à environ 60 à 80% de ma fréquence cardiaque maximale. Autrement dit, je ne vais pas jusqu'à mes limites. Je m'assure de pouvoir parler pendant l'effort. Même si je ne parle pas réellement, c'est un repère pour ne pas pousser dans le cardio. Ensuite, je fais une mobilisation articulaire et une activation musculaire avec quelques exercices de base pour réveiller les articulations et les muscles qui seront sollicités pendant mon entraînement du jour. Un exercice pour le bas du corps et un exercice pour le haut du corps. Pour ce premier circuit, c'est le hack squat et les pompes. Je prête attention à ma respiration ainsi qu'à la gestion de la pression intra-abdominale, ce qui n'est pas toujours évident, surtout lors des pompes. Mon temps de repos est 1 minute 30. Deuxième circuit, développé couché à la machine guidée en alternance avec les fentes. Je n'hésite pas à diminuer la charge quand l'exercice devient trop difficile à gérer. Je surveille aussi ma fréquence cardiaque qui a toujours tendance à monter pendant les fentes. Un exercice assez exigeant pour moi. Si le cardio monte trop haut, je prolonge mon temps de repos. Je finis mon entraînement avec le shoulder press. En général, j'ajoute aussi un exercice pour le bas du corps, mais cette fois-ci, je n'avais pas trop de temps. Je fais 4 séries de 10 répétitions, ce qui m'amène à environ 1 heure d'entraînement. Je suis contente et je me sens bien. Et généralement, je fais des exercices de compensation après ma séance ou à la maison. Ma deuxième séance type est axée sur la chaîne postérieure. Je travaille donc le dos, les fessiers et les ischio-jambiers. Le tirage horizontal est pour moi la base, que j'intègre dans quasiment toutes mes séances. Selon le matériel disponible, je travaille aussi le soulevé de terre, soit avec du petit matériel, soit avec la barre olympique, en veillant toujours à ma posture et à ma respiration. Tout au long de la séance, je m'hydrate régulièrement et j'ajoute un peu de travail spécifique avec le Swiss Ball qui soulage mon périnée et fait flotter bébé. Souvent, j'enchaîne avec le tirage vertical et le soulevé de terre unilatéral, ce qui me permet aussi de travailler ma souplesse. S'il me reste du temps, je fais un peu de haut du dos et je termine par un travail spécifique comme cette fois-ci sur mes rotateurs d'épaule. Je pratique la musculation depuis mes 18 ans, donc ça commence à dater. Mon corps connaît et est habitué à des mouvements techniques comme le soulevé de terre, le squat, etc. Il est donc important d'adapter les exercices en fonction de ton niveau et de ton expérience personnelle. Ces exercices me permettent vraiment d'entretenir les muscles, de travailler de façon isolée chacun d'entre eux et de continuer en fait à me sentir vraiment en forme, en bonne énergie, bonne humeur,
et pour que tout se passe bien aussi pour l'accouchement. Je surveille mon diastasis à chaque exercice et aussi mon rythme cardiaque. Souvent, en fait, ce que je fais, donc je fais 2 séances par semaine et je dissocie la chaîne antérieure, donc les quadriceps et la séance push, et la chaîne postérieure, donc les ischios et les fessiers et la séance pull. Maintenant, parlons d'une chose en fait qui m'a déjà alarmée en fait dans mes entraînements, et ça m'a déjà alarmée aussi notamment pendant la musculation et même en pole dance, c'est le coning, je sais même pas dire. C'est vraiment cette forme en cône qui apparaît en fait au milieu de votre abdomen, qui peut en fait résulter donc soit des mauvaises gestions de la pression intra-abdominale, donc à l'intérieur du ventre, ce qui est donc le signe que le mouvement est un peu trop difficile pour le corps. Donc on n'arrive pas à engager comme il faut. Si ça arrive, en fait, si vous voyez vraiment cette forme en fait qui apparaît, ce que ça fait en fait, c'est qu'il y a cette pression en fait, déjà le ventre qui pousse en fait vers l'avant, ce qui va augmenter en fait ce diastasis, donc écartement des grands droits. Et après, du coup, forcément, il faut que la pression elle aille quelque part, et souvent elle va aussi pousser sur vos périnées. Donc il y a 2 pressions que généralement on n'aime pas trop, même en règle générale, c'est pas ouf pousser sur notre périnée en fait. Ça peut amener que des désagréments qu'on ne veut pas avoir. Stratégie, il y aura des moments où certaines figures ne vaudront plus le risque, tout simplement. D'autres où on pourra continuer en adaptant l'exécution. On peut se donner quelques exemples à la pole. Par exemple, moi j'évite maintenant le fin kick, que ce soit en bas ou en haut. Voilà, c'est des jambes tendues, ça sollicite vraiment tellement d'abdomen que c'est extrêmement difficile de rester gainé et vraiment d'engager très très fort tout ce qu'il faut. Donc ce que je fais, c'est, si je dois le faire dans la transition, je peux l'esquiver, donc tout simplement je laisse les jambes en fait tendues comme un pencil. Et autrement, je l'esquive tout simplement, je ne vais pas le mettre, j'essaie de trouver en fait d'autres figures ou transitions par laquelle je peux passer. Mais je ne vais pas insister en fait sur le mouvement qui va faire toujours systématiquement cette pression-là, parce que tout simplement ça ne vaut plus le coup. Et qu'est-ce que j'y gagnerais, mon bébé? En fait, rien. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut se dire aussi. Donc il faut vraiment surveiller cette apparition de coing. Et voilà, après ce que vous pouvez vraiment mettre en place, c'est aussi votre posture, vérifier votre respiration, est-ce que je suis pas en apnée, est-ce que du coup je remonte bien mon périnée vers le haut avec le diaphragme, j'essaye de m'étirer, pas fléchir vraiment au niveau du tronc, donc que ce soit d'en haut ou d'en bas. C'est toutes ces choses qu'il faut vérifier. Pour revenir sur mon entraînement, mes entraînements durent maintenant entre 1h30 maximum, avec un petit retour au calme, où je fais généralement des exercices de compensation, que ce soit à la muscu ou même à la pole. J'essaie vraiment d'étendre en fait tout ce qui a travaillé et défaire en fait, si je travaille vraiment par exemple des rotations externes, j'essaie de faire des rotations internes. Bon, généralement je fais pas trop des extensions au niveau du thorax, mais j'essaie vraiment de travailler des exercices de prévention que je vois avec la kiné, en étirement et avec la respiration. On a aussi fait appel à une doula. La doula propose un accompagnement psychologique, émotionnel, physique et pratique autour de la naissance et de la parentalité. Elle nous donne des informations complémentaires sur les grossesses, comme la physiologie de l'accouchement, les outils à mettre en place le jour J, aussi bien pour la maman que pour le conjoint, ainsi que des conseils sur l'allaitement ou le postpartum. C'est vraiment une aide et un soutien précieux. La doula ne remplace pas le rôle médical du gynécologue ou de la sage-femme, mais offre un soutien continu, personnalisé et rassurant en créant un environnement sécurisant et en encourageant la confiance en soi de la future maman. Et maintenant, passons à vos questions et mes réponses pour compléter ce sujet sur la grossesse. La fatigue n'est pas à négliger,
effectivement, surtout lors du premier trimestre qui peut parfois se prolonger même au deuxième et après, généralement, ça reprend aussi un petit peu au troisième. Mais essaye peut-être d'intégrer une petite routine de 10, voire 30 minutes tous les 2 jours et voir ce que ça va donner à ton corps. Parce que généralement, le sport devrait booster l'énergie et même le bien-être général. Peut-être commencer par des petites routines et progressivement, au fur et à mesure, prolonger, si c'est possible. S'il n'y a pas des nausées ou d'autres événements qui se présentent. Personnellement, je sens la différence si je fais moins de sport dans la semaine et si après je maintiens en fait mes routines régulières d'activité physique. C'est vrai que c'est pas évident dans ce cas-là. Si tu souhaites vraiment cette grossesse, commence peut-être à chercher une remplaçante. Je vois pas d'autre solution. Parce que même si ça se passe bien pendant ta grossesse, il faudra quand même lever le pied à un moment donné. Après, c'est une question d'organisation et d'adaptation au fur et à mesure. C'est une question de temporaire, mais je ne vois pas d'autre solution. Après, la décision t'appartient à toi et bien évidemment à tes priorités. Ça dépend de l'expérience. Et de la grossesse bien évidemment qu'on vit, ça on peut pas prévoir comme je disais, et aussi des compétences des professeurs. Il y a des professeurs qui veulent pas forcément encadrer des femmes enceintes et ils disent voilà vous venez jusqu'à peut-être ce 4e ou 5e mois, après je suis désolée mais on va s'arrêter là. Mais généralement s'il n'y a pas de souci, si on a peut-être d'1 an de pratique, on peut peut-être toujours adapter. Mais il faut surtout se renseigner sur les compétences des professeurs parce que parfois, ils ou elles ne sont pas assez formés pour l'accompagnement des femmes enceintes. L'exotique, je dirais avec prudence, même si ça paraît pas comme ça et d'habitude on a tendance à s'incliner sur cette activité-là avec les talons. Je dirais avec prudence parce que, alors même si au premier trimestre ça peut très bien se passer, il y a quand même cette histoire avec le pic de relaxine, donc il y a quand même un risque d'entorse auquel il faut faire attention. Et après au 2e et 3e trimestre, on a forcément cette instabilité pelvienne et du bassin qui peut se modifier justement avec cette hormone-là. Et on a aussi le centre de gravité qui change. Donc notre équilibre, il change également. Donc c'est déjà une gestion quand on n'a pas des talons et encore plus du coup quand on met les talons. Donc après, encore une fois, ça va dépendre de l'expérience. Si j'essaie danser avec des talons et ça se passait bien avant, je saurais probablement gérer cette activité même pendant la grossesse. Après, voilà, si j'ai pas encore toute la technique et les bases acquises, faut faire attention. Voilà, si on n'est pas certain de ses pas, ses mouvements, la stabilité des chevilles aussi, faut prendre en fait tous ces éléments en compte. Et pareil, ça dépend si on fait des chorés, si on travaille des tricks. Il faudra éviter aussi au bout d'un moment de ce qui est des acrobaties, des mouvements très dynamiques, des drops, des flips, ce qu'on peut faire aussi à la pole ou en exotique, mais il va falloir les arrêter au bout d'un moment. On sait que commencer une nouvelle activité étant enceinte n'est pas forcément recommandé étant donné que vos muscles et vos articulations n'ont pas été habitués à cette activité avant la grossesse. Potentiellement quand vous êtes enceinte, il y a un risque de se blesser ou pas engager correctement déjà vos muscles du périnée et des abdominaux, surtout à la pole. Donc c'est pas forcément ce qui est recommandé. Par exemple, pour les abdominaux et le transverse, on peut pratiquer du gainage dynamique ou isométrique dans différentes positions. On peut également solliciter le transverse grâce à des exercices de respiration. Music licensing reimagined. Renforcer le dos, les jambes, mais aussi les bras.
et travailler les étirements des abdominaux et des fessiers, notamment en cas de sciatique. Il existe de nombreux exercices de renforcement que l'on peut pratiquer à condition qu'ils soient adaptés à votre grossesse et à son évolution, qu'ils soient sans douleur et bénéfiques aussi bien pour vous que pour votre bébé. Je vous recommande de vous faire accompagner par un ou une professionnelle spécialisée dans la grossesse. Regardons maintenant les contre-indications générales importantes où il n'est pas vraiment conseillé de faire de la pole dance si tu es enceinte. Voici quelques signaux d'alarme, de sollicitation excessive auxquels tu devrais faire attention pendant ta pratique. Donc voilà, c'est tout pour ce voyage jusqu'aux ces 20 semaines de grossesse. On va continuer à poursuivre. Je vous tiendrai au courant des avancées pour le 3e trimestre. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a un peu éclairci, que ça vous a un peu donné des idées de quoi faire, comment peut-être gérer certaines situations. Cette vidéo a peut-être répondu à des questions que vous vous posez peut-être, même si c'est pas peut-être actualité, mais à l'avenir. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez. Le sujet sur la grossesse et la pole dance sera bientôt abordé plus largement avec d'autres outils sur ma plateforme Pole Dance Fit Academy. Et souviens-toi, la grossesse est une saison de vie. Ce que tu fais maintenant pose les bases de ta réussite en postpartum. L'intention maintenant, l'intensité plus tard. Tu as droit de t'entraîner comme tu en as besoin en ce moment. Écoute-toi, fais-toi accompagner et surtout, sois bienveillante avec toi-même. Cette vidéo a but informatif.